Sylvain Pathieu est maître de conférence à l'université de Paris 8 Saint-Denis, laquelle université a fait, au départ, on avait voulu essayer de faire tout ensemble, a fait un colloque autour de Daniel fin janvier et tout début février sur 2 jours, 2 journées, et je crois que des actes seront publiés puisque Daniel Ben Saïd enseignait à l'université de Paris 8 Saint-Denis. Et donc Sylvain Pathieu a accepté de se coller à l'exercice de faire résonner tout ce que nous discutons pendant cette journée dans l'œuvre abondante et diverse et variée de Daniel Ben Saïd. À vous, Sylvain. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, vous allez voir forcément, comme ça va être court, ça va être plutôt un panorama que vraiment quelque chose où je vais rentrer dans le détail de l'œuvre de Daniel Ben Saïd. Et puis, de toute façon, comme il y a un moment de débat ensuite, il sera bien sûr possible de compléter. Je voudrais commencer en fait par une citation de Walter Benjamin par Daniel Ben Saïd dans le livre Fragments mécréants. Il écrit en citant Walter Benjamin: « Tout se brise en morceaux et ces morceaux se brisent eux-mêmes en 1000 autres. » Alors c'est pas une phrase très optimiste, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression des fois d'en être arrivé là. On a l'impression qu'il se passe des choses qu'on n'aurait pas imaginées, et notamment sur ces thématiques-là, qu'on n'aurait pas imaginé possible il y a 20 ans. On juge des gens qui sauvent des vies dans la vallée de la Roya ou ailleurs. On mesure les eaux d'enfants pour savoir s'ils sont vraiment mineurs. On retire des bateaux qui sauvent des vies de Méditerranée. Toutes ces choses-là donnent vraiment l'impression du miroir qui se brise, des morceaux qui se brisent eux-mêmes en 1000 autres, et du fait que sur ces questions-là, comme sur tant d'autres, il y a beaucoup de choses qui se brisent. Si on regarde l'œuvre de Daniel Ben Saïd, elle est indissociable de sa vie et de son activité militante. Il le disait lui-même d'ailleurs. Et on peut dire qu'elle suit les espoirs et les difficultés du mouvement ouvrier et de la gauche depuis en fait les années 60 jusqu'à nos jours. Si on regarde les questions d'internationalisme, de cosmopolitisme, de citoyenneté dans l'œuvre de Daniel Ben Saïd, on remarque d'abord que l'internationalisme pour lui, c'était d'abord une pratique militante. C'était pas simplement un discours théorique, mais c'était une pratique militante qui était née dans un contexte bien précis, dans un rapport de force bien précis, qui était d'abord lié, je crois, même si il ne met pas forcément toujours beaucoup en avant dans son œuvre, mais il en parle quand même, qui est lié, je crois, quand même au fait d'être juif et d'être un rescapé de la Shoah. Certains d'entre vous figurent et certains d'entre vous ont vu sans doute le documentaire de Florence Josua, Nous vengerons nos pères, sur le fait que de nombreux jeunes juifs de l'après-guerre en France se sont engagés à l'extrême gauche. Et elle explique donc tout ça, elle montre comment cette volonté d'en découdre avec ceux qui avaient tué les pères et les mères de ces enfants a joué un rôle. Et même si le père de Daniel Ben Saïd n'a pas fini dans les camps de la mort, même s'il a perdu des oncles et une cousine, je crois que ce contexte-là, d'abord, explique le fait d'être sensible à toutes les formes d'oppression. Quand on appartient à une famille qui a survécu à ça, eh bien, on est sensible à ces questions-là, sensible à toutes ces formes d'oppression. Et ce n'est pas quelque chose qui débouche sur, à cette époque-là en tout cas, sur un particularisme ou sur une défense de la religion juive, mais qui devient quelque chose de très général, qui se transforme en un véritable internationalisme, qui peut aller d'ailleurs jusqu'à la critique très forte de l'État d'Israël, notamment par rapport à la question palestinienne. Donc ça part de l'antisémitisme, d'un antisémitisme criminel, et ça va jusqu'à l'opposition à toute forme d'oppression.
c'est aussi un contexte qui est un contexte de décolonisation et un contexte anti-impérialiste. Dans ses livres, Daniel Ben Saïd rappelle comment il a grandi dans le contexte de la guerre d'Algérie. À Toulouse, alors vous allez me dire, à Toulouse, qu'est-ce qu'on peut voir de la guerre d'Algérie à Toulouse? Eh bien, c'est par exemple le fait que les meilleurs joueurs de foot de l'équipe de Toulouse partent rejoindre l'équipe du FLN. C'est également des dissensions et des critiques au sein du Parti communiste par rapport à cette question algérienne et cette question de la solidarité avec la lutte du peuple algérien. C'est également cet anti-impérialisme, la période de la lutte contre la guerre au Vietnam, de la répression en Pologne, en Hongrie. Tout ce contexte-là, tout ce contexte international, débouchait sur une solidarité internationale qui était inscrite au cœur de ce militantisme, au cœur donc de cette réflexion dès le départ. C'est aussi une solidarité internationale qui passait par l'Amérique latine, avec, dans les années 70, la solidarité avec l'Argentine, avec le MIR au Chili, et puis dans les années 80, le Brésil, dans lequel Daniel Ben Saïd s'est rendu à de nombreuses reprises, dans laquelle il a accompagné littéralement la formation et la mise en place et la montée en puissance du Parti des travailleurs, et particulièrement de la tendance démocratie socialiste au sein du Parti des travailleurs. Ensuite, dans les années 2000, cet internationalisme, ce sont les forums sociaux, le mouvement intermondialiste, et là encore le Brésil avec Porto Alegre. C'est également un internationalisme à l'intérieur même de l'Europe, avec, quand on est dans la région toulousaine, nécessité d'une solidarité très forte avec les victimes du franquisme, avec les militants basques. Cet internationalisme, vous voyez qu'il était donc très divers chez Daniel Ben Saïd, qu'il concernait des zones géographiques très diverses, certaines dans lesquelles il s'était rendu et avec lesquelles il avait une histoire particulière et d'autres dans lesquelles il n'était jamais allé. Mais peut-être que ce lien particulier avec l'Amérique du Sud et avec le Brésil a entraîné chez Daniel Ben Saïd une compréhension assez fine de l'imbrication des questions de classe et des questions indigènes ou des questions raciales, notamment dans un pays comme le Brésil, avec par exemple des mouvements sociaux comme les mouvements des sans-terre, qui conjuguent toutes ces dimensions-là. Donc là, je dirais qu'on a d'une certaine manière un internationalisme qui va de soi. Un internationalisme qui va de pair aussi avec le mouvement communiste, avec les mouvements anti-impérialistes, avec mai 68 et toutes ses répercussions dans les années 70. Un internationalisme qui n'est pas tellement mis en doute et qui repose sur un rapport de force quand même qui permet de peser sur les contradictions des impérialistes, qui permet d'avoir vraiment l'impression que des choses sont en train de changer. Or, cette conception initiale, qui est celle de Daniel Ben Saïd de cet internationalisme, elle est profondément bouleversée et profondément remise en cause par deux événements qui sont finalement d'une certaine manière jumeaux dans les années 90 et 2000, qui sont à la fois la chute du mur de Berlin, la chute du communisme, la fin de la guerre froide, et également ce que Daniel Ben Saïd appelait les replis identitaires et la division du monde de plus en plus marquée entre deux formes de barbarie. Une barbarie capitaliste exacerbée qui pousse son avantage depuis que le monde communiste a disparu, et une barbarie obscurantiste, une barbarie qui peut prendre souvent des formes religieuses, qui est un peu comme quand Trotsky parlait des étoiles jumelles en parlant des États-Unis et de l'URSS, qui sont un peu comme là aussi des étoiles jumelles. C'est-à-dire que la dislocation liée
au nouvel ordre mondial qui s'impose entraîne, non pas, comme on aurait pu l'espérer, un regain d'un mouvement communiste, mais au contraire, le triomphe de différents replis nationalistes et religieux, qui se voient en Europe dès les années 90 avec la guerre en ex-Yougoslavie, mais aussi plus largement dans le monde entier. Avec la contre-réforme libérale, c'est la fin d'un horizon émancipateur commun. Je cite Daniel Ben Saïd, il parle de la production hiérarchisée des espaces et des territoires au profit des plus forts et des mieux armés. Avec bien entendu des conséquences qu'on connaît sur les migrants. Le cosmopolitisme marchand, c'est la liberté pour les uns et pas pour les autres, sous couvert de bons sentiments universels. C'est aussi, quelque chose qui revient pas mal dans les livres de Daniel Ben Saïd, un interventionnisme, parfois militaire, au nom de ces bons sentiments, au nom de ce cosmopolitisme. C'est enfin un universalisme abstrait et dominateur, contre lequel il est difficile de parler avec les schémas des années 70, avec la solidarité des années 70. J'en ai été personnellement témoin en 2001, quelques jours, quelques semaines après les attentats du 11 septembre. J'étais arrivé, moi, à Paris, j'étais monté à Paris 3 jours avant le 11 septembre. Et voilà, tout de suite, on a eu l'impression qu'il se passait quelque chose de fondamental et que cette nouvelle guerre contre le terrorisme qui était en train de s'imposer dans le vocabulaire allait être quelque chose de déterminant dans la nouvelle période qui s'annonçait. Il y a eu bien sûr la guerre en Afghanistan et, comme l'a dit Duplenel, Daniel, qui était enseignant à Paris 8, on a organisé autour de lui une réunion publique autour de cette question du 11 septembre. Et donc je me rappelle très bien, il avait fait un discours qui était très bien, il avait démonté voilà, tous les problèmes que posait la réaction de Bush et la réaction impérialiste qu'il pouvait y avoir, et la guerre contre l'Afghanistan, etc. Donc il avait eu tout ce discours-là. Et puis il y avait un jeune homme dans la salle, un étudiant sans doute de Paris 8, qui était intervenu et qui lui avait dit, tout simplement, qu'il avait posé une question, il avait dit « Oui, mais vous êtes juif, c'est ça ?» Et alors là, Daniel Ben Saïd avait répondu, il avait répondu ce qu'il fallait répondre dans ces cas-là, bien sûr. Et l'étudiant avait repris la parole et il lui avait dit « Oui, mais quand même, vous êtes juif ?» Et il y a eu, en tout cas moi, quand je repense rétrospectivement à cet événement, le sentiment d'être passé dans une nouvelle période, où c'était plus forcément quelque chose de rationnel, où c'était plus les débats qui pouvaient être très violents et qui pouvaient être très passionnés, mais qui reposaient quand même sur une vision du monde commune qu'il pouvait y avoir dans les années 70 ou dans les années 80, et que là, on était passé à complètement autre chose. Et où on pouvait être renvoyé, même si toute son histoire militante et toute son histoire intellectuelle montrait le contraire, on pouvait être renvoyé simplement à cette interrogation-là, mais vous, après tout, vous êtes juif. Alors, c'était sans doute pas la première fois qu'il était confronté à l'antisémitisme, mais de cette manière-là, de la part de quelqu'un qui aurait pu être un allié dans le combat contre la guerre et contre l'impérialisme, c'était sans doute quelque chose d'assez nouveau. Et qui fait qu'on est vraiment dans les coordonnées d'une nouvelle période pour cet internationalisme, qui va amener Daniel, par exemple, à signer une pétition en tant que juif. Quelque chose, on tient raconte que ça a été douloureux pour lui, qu'il a hésité à le faire, qu'il n'avait pas forcément envie de le faire dans ces termes-là, mais qu'à un moment du débat, il est devenu important de le faire sous cette forme, et pour éviter bien sûr les manichéismes et
et les identités figées de part et d'autre. Cette situation-là, c'est le résultat de ce cosmopolitisme marchand, sans doute, de cet universalisme abstrait et dominateur qui replonge dans les identités. C'est aussi cet universalisme abstrait et ce cosmopolitisme marchand, c'est ce qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui avec, par exemple, le progressisme. Quand on voit comment cette idée de progressisme envisage une opposition en Europe entre, d'un côté, l'Europe d'Orban et de l'autre côté, le progressisme, en sachant que ce camp progressiste est celui-là même qui ne veut pas beaucoup plus qu'Orban ouvrir les frontières et qui laisse des gens mourir en Méditerranée, on voit bien à quel point les termes du débat sont biaisés. On voit bien à quel point on est dans un piège. Et je crois que tous les derniers livres de Daniel Ben Saïd, ils visaient justement à essayer de chercher une voie pour réussir à sortir de ce piège, à sortir de cet étau dans lequel on essaye de nous enfermer. C'est-à-dire essayer de critiquer la diversité sans différence du cosmopolitisme marchand, tout en refusant la dislocation. Essayer de recoller les morceaux de miroir brisés, les morceaux de vase brisés de la citation de Walter Benjamin. Alors, il proposait quelques pistes par rapport à ça. Pas tout seul, à chaque fois, en s'appuyant sur une érudition assez impressionnante et sur des œuvres très diverses, à la fois littéraires, philosophiques, historiques. Première piste, c'était de spatialiser la citoyenneté. Plutôt que l'inscrire dans une généalogie, l'inscrire donc, défendre mordicus, le droit du sol sur le droit du sang. Il citait par exemple Otto Bauer, qui, dans l'Empire austro-hongrois finissant, évoquait dans la citoyenneté la possibilité d'une autonomie culturelle, dans le cadre d'une citoyenneté commune, dans cet empire austro-hongrois qui était en train d'éclater. Deuxième idée qui était développée par Daniel Ben Saïd, c'était d'essayer d'éviter les raccourcis historiques. Un migrant n'est pas un colon, bien sûr. Ça paraît évident, tant tout le monde ici, j'en suis sûr, est complètement horrifié par les théories du grand remplacement ou par les théories de l'extrême droite. Mais ça n'est pas un colonisé non plus. Il y a une continuité, sans doute, entre les phénomènes historiques de la colonisation et ceux auxquels on assiste aujourd'hui avec les migrations dans le cadre de la mondialisation libérale, mais il y a aussi des différences. Et on ne doit pas analyser le présent au prisme d'une domination passée qui a su, elle, évoluer, qui a su trouver de nouvelles formes. Il faut être capable de s'adapter à ces nouvelles formes de la domination. Troisième piste, revoir de fond en comble la citoyenneté. Et là, il s'appuyait notamment sur l'historienne de la Révolution française, Sophie Vanish, en parlant de la nécessité de refonder le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, de se défaire d'une liberté qui est une liberté propriétaire, de bâtir une fraternité qui ne soit pas une vision familiale du monde et d'essayer de se battre pour une égalité qui ne soit pas qu'une égalité formelle, qui ne soit pas que spatialement limitée également. Il y avait aussi la piste chez Daniel Ben Saïd de ce qu'il appelait un métissage critique, qui ne soit pas une assignation, qui ne soit pas une assimilation non plus. Il reprenait la phrase de Fanon qui a été citée tout à l'heure par Edoui Plenel en disant qu'il ne faut pas figer un homme, qu'il faut le laisser aller. Contre l'universalisme abstrait, Daniel Ben Saïd ne voulait pas lâcher l'universel. Et je trouve intéressant qu'il s'appuie notamment dans Fragments mécréants sur Abdelali Hajat, qui est un jeune chercheur qui était très jeune à l'époque, mais qui aujourd'hui est un de ceux, par exemple, qui a fait le numéro Intersectionnalité de la revue Mouvement, dans lequel il répond à Gérard Noiriel, et qui défend une
notion, qui défend une conception de l'intersectionnalité qui n'est pas sectaire du tout, au contraire, et qui est assez ouverte. Ce que défend Daniel Ben Saïd, c'est un universel mosaïque, c'est-à-dire des morceaux différents, certes, mais qui se tiennent, qui forment un tout. C'est un universalisme mosaïque contre l'universalisme marchand, c'est Porto Alegre contre Davos. À l'époque, il le formule en ces termes. Et c'est sûr que c'est triste aujourd'hui quand on voit ce que le Brésil est en train de devenir avec Bolsonaro, mais en tout cas, ça pose les termes de l'alternative. Alors, quel peut être le ciment de cet universel mosaïque? Eh bien, je crois que pour Daniel Ben Saïd, ce ciment, en dernière instance, c'est quand même la lutte des classes. Il aimait bien citer Duras, interrogé par un journaliste au début des années 90, à qui on demandait qu'est-ce qu'il faudrait pour sauver la gauche, pour redonner des forces à la gauche. Et elle disait la lutte des classes. Et il remarque fort justement qu'à chaque fois que la question sociale est remise au cœur du débat, on en oublie un peu les questions des migrants. On l'a vu en 95, c'est de 95 que parle Daniel Ben Saïd surtout, mais on le voit aujourd'hui avec le mouvement des Gilets jaunes, ou même s'il peut y avoir chez certains Gilets jaunes certains discours qui sont assez nauséabonds, il y a quand même, ce mouvement social a quand même réintroduit la justice sociale et a fait passer au second plan, même dans le grand débat, alors que c'était une des questions du grand débat, les questions de migration. Donc remettre au cœur la question sociale, remettre au cœur la lutte des classes. Et Daniel Ben Saïd n'hésitait pas à entrer dans un débat très vif avec les indigènes de la République, qui était à l'époque, quand il écrivait, un tout jeune mouvement, en évoquant la nécessité d'une égalité qui se passe dans le respect mutuel, c'est-à-dire qui n'exclut pas la critique, et en refusant pour les intellectuels le rôle de porteur de valise de tel ou tel mouvement. J'ai dépassé mon temps, mais j'ai presque fini. Ce que disait Daniel Ben Saïd, c'est qu'il ne fallait surtout pas tomber dans une subordination culpabilisée dans ce type de militantisme. C'est-à-dire ne pas entrer dans une sorte de repentance militante dans laquelle on se flagellerait d'être ce qu'on est et dans lequel on se mettrait au service de mouvements autoproclamés porte-parole des minorités. Cela dit, il y a une question qu'il n'aborde pas vraiment parce qu'il n'y était pas confronté peut-être de manière aussi prégnante d'aujourd'hui. Ce sont les questions que pose notamment l'antiracisme politique. Enfin, ce qu'on appelle l'antiracisme politique, qui pose la question d'un racisme systémique. Et sur ces points-là, il est vrai qu'il n'a pas beaucoup développé. Sans doute que s'il était encore vivant aujourd'hui, c'est un des thèmes qui, à mon avis, l'intéresserait, sur lesquels il discuterait. Quoi qu'il en soit, il y a toujours un appel dans sa réflexion à dépasser le cadre national, à ne pas simplement penser le petit bout de notre nombril, mais à essayer d'élargir. Et c'est pour ça, ça pourrait paraître paradoxal, mais c'est pour ça qu'il s'intéressait autant à la personne de Jeanne d'Arc. Quelqu'un qui brise les cadres, qui brise les normes de son temps, les normes de genre, les normes de classe également. Quelqu'un qui permet de passer à un niveau de réflexion supérieure, passer de la réflexion de la dynastie à l'État-nation. En tout cas, c'est tout ça qui prêtait à Jeanne d'Arc. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de passer de la dynastie à l'État-nation, mais plutôt de voir comment on pourrait passer au-delà de l'État-nation à des formes de supranationalité. Mais également de voir, comme c'était dit tout à l'heure à la fin du débat, comment ça peut s'actualiser, s'articuler avec le local. Donc cette figure de Jeanne d'Arc, ce qui est intéressant, c'est la manière dont elle
dont il la voit comme une figure prophétique qui est capable de briser les cadres de ce qui existe et de ce qui paraît simplement possible à un moment donné. Je terminerai avec une dernière figure que je trouve intéressante sur ces questions-là pour Daniel Ben Saïd et qui peut-être permet de tempérer le pessimisme de la formulation initiale de Walter Benjamin. C'est la figure du Maran. Les Marans, c'était ces juifs convertis dans l'Espagne catholique, qui avaient été convertis de force au catholicisme et qui gardaient quand même des traditions judaïques et une pensée judaïque et qui essayaient de faire persévérer ce qui leur semblait juste et ce qui leur semblait devoir échapper au fait qu'ils étaient minoritaires en leur temps. Je ne suis pas sûr qu'on soit revenu à ce temps des Maranes, même si c'est vrai qu'on a parfois l'impression d'être bien seul sur ces questions des migrants. Il y a beaucoup de motifs de désespoir, mais aussi beaucoup de motifs d'espoir quand on voit en effet comment des personnes qui n'étaient jamais engagées, qui étaient vraiment des personnes très simples, s'engagent en faveur des migrants quand ils sont confrontés concrètement à leur présence. Mais en tout cas, cette figure du Maran, elle me semble intéressante pour continuer à poursuivre cette réflexion et à continuer à porter ces valeurs-là qui étaient celles qui étaient défendues dans l'œuvre de Daniel Ben Saïd. Et pour terminer, cette image des vases brisés de la Kabbale, de tout ce qui était part et qu'il faudrait rassembler, cette question de comment faire de tous les fragments auxquels on est confronté aujourd'hui une mosaïque, il ne faut pas forcément le voir comme quelque chose de négatif. Il faut au contraire voir peut-être que ça permet de prendre conscience d'oppression et de mécanismes dont on était moins conscient auparavant. Et arriver à les faire tenir ensemble, c'est sans doute un nouveau défi.